Salut à tous. L'été suit son cours et les mises à jour relatives aux différentes intelligences artificielles et autres logiciels populaires continuent. C'est le cas avec Photoshop qui, en ce mois de juillet 2024, a mis à disposition ses ultimes mises à jour. Ces mises à jour touchent à la fois des fonctions nouvelles et classiques relatives au logiciel d'Adobe, ainsi que des fonctions liées à l'intelligence artificielle que certains d'entre vous avaient déjà testé sous Adobe Firefly. Nous allons voir tout cela ensemble. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface de cette version de Photoshop 25.11.0. Nous voici sur l'interface de cette nouvelle version de Photoshop. Donc, comme je vous le disais en introduction, les utilisateurs d'Adobe Firefly ont déjà pu tester dans ses largeurs toutes les innovations liées à l'intelligence artificielle dans Photoshop pour générer des images de manière automatique, etc. Donc ici, nous allons d'abord commencer par les outils dits classiques pour voir comment les avancées qui étaient dans Adobe Firefly et qui étaient également disponibles dans la version Photoshop Beta vont attirer notre attention ici. Donc pour être sûr que vous possédez bien la bonne version de Photoshop, cliquez sur Adobe Photoshop 2024 à propos de Photoshop et voilà la version que vous devez posséder, la 25.11.0. Si tel n'est pas le cas, il suffit d'aller dans votre Creative Cloud et de la télécharger. Au titre des outils nouveaux, on va voir ensemble le pinceau de réglage. Donc, vous savez que dans Photoshop, il existe des techniques dites non destructives qui consistent à créer un calque de réglage sans agir directement sur l'image. Ce qui fait que si vous supprimez votre calque de réglage, votre image originelle ne sera pas altérée. Donc ici, nous avons donc ce personnage que j'ai créé sous Midjourney et on voit que les couleurs sont un petit peu fades, un petit peu plates. Il faudrait leur donner un coup de boost. Donc, pour les utilisateurs de Photoshop qui n'ont pas trop l'habitude de l'utiliser, si par exemple vous voulez améliorer les niveaux, donc les niveaux c'est la balance entre les blancs et les noirs qui composent votre image, eh bien je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc image, réglage, niveau. Donc vous voyez qu'ici il y a un déséquilibre entre les noirs et les blancs. Ici je vais prendre la languette des noirs, je vais aller un petit peu vers la droite et vous allez voir que l'image va s'obscurcir. Ici je vais ramener un petit peu le curseur de droite et vous allez voir que l'image va encore s'éclaircir et ensuite je vais jouer avec celui du milieu pour voir quels réglages garantissent une meilleure qualité à celle-ci. Donc voilà, je fais n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Je pourrais faire la même chose avec d'autres réglages tels que la luminosité contraste, les courbes, l'exposition, etc. Mais là, le problème, c'est que si vous enregistrez votre image et que vous la réouvrez pour travailler plus tard dessus, eh bien, vous aurez donc cette image modifiée, mais vous aurez perdu votre image d'origine. Donc, je reviens en arrière. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est cliquer sur Calque, calque de réglage, niveau. OK, vous voyez qu'ici, un nouveau calque de réglage apparaît. Et ici, en bougeant les niveaux, vous obtenez exactement le même résultat, à la différence près que ici, vous voyez que les niveaux s'appliquent sur l'image à partir du calque de réglage. Et si je masque ce dernier, je retrouve bien les réglages qui caractérisaient mon image d'origine. Donc là, je vais le supprimer. Donc voilà pour ce rappel. Donc en quoi le pinceau de réglage est-il intéressant? Donc déjà, vous le trouvez ici. Et pour utiliser un pinceau, cliquez droit. Donc ici, on va choisir un pinceau arrondi flou dont les bords sont un petit peu plus doux. On va baisser un petit peu la taille de ce dernier. Voilà en quoi cela consiste. À partir du moment où j'ai sélectionné le pinceau de réglage dans la barre latérale de gauche, des réglages apparaissent ici. Donc voilà, si je dois faire la même chose, je vais sélectionner les niveaux ici.
Donc ce que permet le pinceau de réglage, c'est d'appliquer un changement de niveau par exemple, mais seulement à l'endroit où vous allez peindre, si j'ose dire, l'image. Donc regardez bien ici, si je passe mon pinceau dans la zone de gauche, vous voyez que les niveaux se règlent juste sur la partie où je suis en train de passer. Et donc vous voyez ici dans le masque de fusion la forme blanche qui correspond au passage de mon pinceau sur l'image, et ici même principe, si je masque mon calque, vous voyez que la partie sur laquelle j'ai passé mon pinceau est désormais invisible. Donc je la remets. Alors imaginons que vous vouliez faire la même chose en rajoutant simplement de la luminosité sur une partie de l'image. Sur cette partie, admettons, eh bien regardez, en passant simplement mon pinceau ici, vous voyez que la lumière est accentuée et cela permet de vous faire gagner un temps incommensurable et à appliquer des réglages subtils à votre image. Alors admettons maintenant que vous dépassiez la zone sur laquelle vous vouliez appliquer votre réglage comme ceci. Eh bien, vous connaissez le principe. Il suffit de retourner sur le pinceau normal B comme brosse. Veillez à ce que le noir soit la couleur de premier plan. Veillez également à ce que votre masse de fusion soit bien sélectionnée. Et ici, en augmentant le diamètre de mon pinceau, la couleur noire va effacer l'ensemble des réglages relatifs à ce calque de luminosité. Si je veux par exemple effacer ce que j'ai appliqué en haut, voilà, le pinceau appliqué de couleur noire sur le masque de fusion joue le rôle de gomme. Et à contrario, si vous voulez rétablir une partie que vous auriez à tort effacée, je me remets sur le blanc et là, la lumière renaît. Voilà tout simplement à quoi sert ce pinceau de réglage. Vous avez bien sûr d'autres réglages. Vous avez en fait tout ce qui correspond au réglage de base de Photoshop que vous pouvez appliquer soit directement sur l'image, soit comme je vous l'ai montré sur un calque de réglage de manière globale. Donc vous avez la vibrance, la teinte de saturation, la balance des couleurs, donc vous avez beaucoup de choses. Si vous voulez par exemple transformer une partie de votre composition en noir et blanc, eh bien un simple passage de pinceau et vous voyez que la partie sur laquelle je suis en train de passer transforme mes couleurs en noir et blanc. Voilà donc pour la première grosse innovation de Photoshop dans cette nouvelle version. Le pinceau de sélection, comme son nom l'indique, va consister à sélectionner un objet, un personnage dans votre zone de travail. Donc ça correspond pour les habitués de Photoshop à la fonction masque. La fonction masque, qu'est-ce que c'est? Admettons que je trace vite fait une sorte d'ovale aléatoire grâce à l'outil lasso pour opérer une sélection autour du visage d'Hulk. Eh bien, suite à cette sélection, si je clique ici, voilà, les parties masquées apparaissent en rouge et les autres correspondent à notre sélection. Et en recliquant sur le mode masque, vous voyez que la partie sélectionnée s'est transformée en sélection. Et si vous procédez par exemple à un CTRL-J ou un Command-J pour dupliquer le calque, on voit qu'en masquant le calque du dessous, la sélection était celle caractérisée par votre masque. Et bien, avec le pinceau de sélection, plus besoin de s'enquiquiner avec le masque. Maintenant, si vous voulez sélectionner votre Hulk d'un coup, vous cliquez ici, outil pinceau de sélection. Voilà, pour la partie la plus facilement sélectionnable, je vous conseille un pinceau avec un gros diamètre. Et pour les parties se rapprochant des bords, des bras, du corps, etc., je vous conseille, si vous n'avez pas trop la main, de procéder à une taille plus petite au niveau de votre pinceau. Nous allons le réduire. Donc là, je vais peaufiner un petit peu. Bon, c'est pas grave si je mords un peu, hein, vous avez compris le principe. Voilà, comme ceci, comme cela. Très bien. Voilà, notre Hulk, même si ça bave un peu, est sélectionné. Alors, vous pouvez aussi, si vous avez mordu un peu, cliquer sur moins, ce qui aura pour effet d'annuler, vous voyez, une des zones sélectionnées.
Donc c'est très facile, c'est très similaire au mode masque. Donc ici pareil, je clique ici, je reviens sur n'importe quel outil de sélection et vous voyez donc que le pinceau de sélection utilise le même principe que le mode masque en évitant en fait de switcher de l'un à l'autre. Donc à partir de cela, bon, c'est à vous de voir lequel type de sélection en fait vous préférez, mais je vais vous montrer quelque chose de précis. Alors regardez bien, je vais revenir sur mon pinceau de sélection. Ici, l'opacité est à 100%. Ça veut dire que quand je vais passer mon pinceau, cela va être très net, très opaque. Et la dureté, alors la dureté est caractérisée par la netteté des contours en fait de votre sélection. Ça veut dire que plus la dureté va être vers le 100 et plus les bords de votre sélection vont être marqués. Et plus vous allez descendre vers une valeur proche de 0 et plus vos bords seront plus dilués dans la sélection opérée. Alors regardez bien, ici je vais conserver une dureté et une opacité de 100. Je vais juste effectuer un clic ici, comme cela. Et là, je vais demander un remplissage génératif et je vais lui demander vol d'oiseau. Je valide. Donc ça, le remplissage génératif, vous connaissez déjà. Donc on va attendre pour voir ce que cela donne au niveau du rendu. Donc voilà le premier oiseau. Voici le second, il est quand même de meilleure qualité. Et le troisième. Alors ici, on constate que si dans la réalité on voit un oiseau en action, c'est étonnant qu'il soit si net. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment, grâce à l'outil de pinceau de sélection, j'obtiens un oiseau un petit peu plus flouté, un petit peu moins opaque. Eh bien, la solution est ici. Donc, prenez bien soin de resélectionner votre pinceau de sélection, de cliquer sur une opacité réduite, on va la laisser comme ceci, et au niveau de la dureté, on va mettre à 50%. On va opérer exactement la même opération de l'autre côté, et vous voyez qu'ici, lorsque je passe mon pinceau, celui-ci est beaucoup plus diffus. Il ne m'a pas créé une forme rose aux bornettes parfaite. Et l'astuce aussi, c'est que en cliquant sur l'épicentre de cela, eh bien, vous aurez une couleur marquée. Et si vous voulez des contours un petit peu plus diffus, vous passez simplement comme ça en maintenant et vous voyez qu'il y a une différence de couleur notable entre le centre et la périphérie. Donc ici, pareil, remplissage génératif, vol d'oiseau, voilà. Donc ici, voilà, ceux-là sont un petit peu plus discrets, vous voyez, un petit peu plus atténués que ceux-là, mais le résultat est encore un petit peu trop net pour moi. Donc, je vais virer ces deux calques, je vais réduire encore l'opacité à 24, je vais juste procéder, voilà, à un léger ovale comme suit, remplissage génératif, vol d'oiseau, généré, et normalement le résultat devrait être un petit peu plus convaincant. Voilà, donc là ils sont un petit peu plus lointains, mais si on zoome, on voit que ceux-là sont un petit peu plus, vous voyez, dilués. Vous voyez qu'ici, voilà, ils sont beaucoup plus flous liés au mouvement des ailes, donc le rendu est un petit peu meilleur. Donc si vous vous demandez pourquoi utiliser le pinceau de réglage, eh bien par exemple, si vous voulez incruster des poissons dans un aquarium vide et que vous voulez que ces derniers aient l'air réalistes, c'est-à-dire en mouvement un petit peu flou et pas net derrière la vitre, eh bien c'est cette technique que je vous conseille d'utiliser. La troisième amélioration est liée au remplissage génératif en tant que tel. Donc là, on va procéder de manière classique. Je vais choisir mon ellipse de sélection. Je vais poser cette dernière ici. Je maintiens Option et majuscule pour obtenir une forme homothétique, c'est-à-dire parfaitement équilibré. Je ne veux pas un ovale, je veux un rond. OK. Et ici, je vais procéder à un remplissage génératif et je vais lui demander ballon de plage. Généré. Et vous allez voir, soyez attentifs au niveau des 3 occurrences que Photoshop va nous rajouter. Donc vous savez que chaque fois que nous demandons quelque chose, eh bien nous avons un choix numéro 1, un choix numéro 2 et un choix numéro 3.
Donc là, ils sont pas terribles ces ballons, mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Bon, là, il faudrait mettre une ombre correspondant à l'orientation du soleil symbolisée par l'ombre au niveau du cocktail, mais ça, c'est pas grave. On n'est pas là pour créer des compositions parfaites. Ce que je veux juste vous montrer, c'est que vous voyez, le ballon en premier plan est flou. Ici, il n'est pas terrible non plus. Celui-ci est un petit peu mieux. Et en fait, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que ici, vous voyez, regardez, au niveau des icônes liées aux occurrences, pardon, vous avez une nouvelle icône ici symbolisée par cette flèche. Et bien, quand vous allez cliquer sur cette icône, les détails vont être normalement accentués. Alors, j'ai recommencé avec une meilleure résolution. Je vous conseille de travailler sur une image de 300 pixels par pouce parce que sinon, lorsque cette nouvelle version de Photoshop nous crée un objet, eh bien, il va refuser d'appliquer l'accentuation des détails. Donc ici, vous voyez que le ballon en premier plan est trop flou. Donc, ce que je vous disais, c'est que ici, vous avez donc la nouvelle icône et quand je vais cliquer dessus, une fenêtre va s'ouvrir. Accentuation des détails en cours. Et voilà donc l'occurrence avec des meilleurs détails, même s'il va changer un petit peu la couleur. Donc vous voyez, c'est pas parfait, c'est pas top top. Bon, moi je ne fais que vous montrer ça. Essayez avec d'autres formes, d'autres personnages et vous me direz ce que vous en pensez. Donc la pratique est simple, un remplissage génératif, de préférence en haute résolution. Cliquez sur la petite icône ici et procédez donc à l'accentuation des détails. On va voir dans le temps si cette fonctionnalité va être améliorée ou pas. Donc l'autre nouveauté classique, entre guillemets, c'est lorsque vous allez vouloir créer une forme vectorisée. Donc ici, soit vous cliquez sur U, soit vous vous rendez directement ici et vous voyez que vous avez des formes de base que Photoshop vous invite à créer de manière vectorielle. Ici, vous avez d'autres formes que vous pouvez télécharger sur votre abonnement Firefly. Donc là, il y a animaux sauvages, feuilles, bateaux, etc. Donc nous, on va essayer avec une forme basique. Donc pour ça, j'ai pris un fond neutre. Donc admettons ici, je veux un triangle. Donc je vais cliquer sur Shift, tracer mon triangle comme cela pour qu'il soit bien équilibré. Je lâche et là, vous voyez que au niveau de la barre contextuelle, alors Photoshop s'est calqué sur le modèle d'Illustrator en permettant d'agir directement sur la couleur du fond, comme ceci, et sur la couleur du contour, comme cela. Pareillement, vous pouvez donc ici augmenter la taille du contour, augmenter le type de contour, si vous voulez des pointillés comme ceci, des pointillés proprement dit, donc vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez également modifier le rayon de votre forme. Donc voilà simplement ce que je voulais vous montrer par rapport à cet outil, hein. Je ne vais pas rester une heure dessus, mais c'est très pratique. Alors je rajoute aussi que cette adaptation de la barre contextuelle aux formes vectorisées marche aussi pour une image classique. Je m'explique. Donc je vais virer ce triangle, je vais dupliquer mon calque. Alors imaginons ici que je veuille opérer une transformation manuelle. Donc pour la transformation manuelle, soit vous procédez à un CTRL-T ou un Command-T comme cela, soit vous allez dans édition transformation manuelle et normalement, pour pivoter ou pour changer de symétrie au niveau de votre image, qu'il s'agisse de la symétrie axe horizontal ou la symétrie axe vertical, eh bien vous pouvez désormais le faire ici. Voilà, vous voyez, votre image va tourner. Ici, si je veux la remettre comme elle était, parfait. Si je veux opérer une symétrie horizontale, le sens, l'apparition de l'image va s'opérer comme suit. Et si je veux l'image comme si elle se reflétait dans un lac, si vous voulez, je vais opérer une symétrie axe vertical. Donc le but de cela, c'est que ça nous évite d'opérer un clic droit et de devoir le faire comme à l'ancienne. Donc c'était une précision, voilà donc une meilleure adaptabilité de la barre latérale par rapport aux formes vectorielles d'une part et aux images classiques sur lesquelles vous appliquez la transformation manuelle d'autre part. Ensuite, l'autre et ultime amélioration classique est liée au texte. Donc pour créer un texte, T comme texte, vous tracez ce que vous voulez. Voilà donc une phrase créée par défaut que je vais raccourcir un petit peu.
Et voilà ce que je vais faire. Donc ici, je vais déjà tout sélectionner. Donc vous voyez qu'ici aussi, la barre contextuelle s'adapte parfaitement à vos textes. Ça vous évite d'aller là-haut. Et ici, je vais donc opérer à la fin de chaque phrase un saut de ligne en cliquant sur Entrée, comme ceci, comme cela, et en sélectionnant l'ensemble de mes éléments, au niveau de mes propriétés ici, vous voyez qu'il y a cette nouvelle fonctionnalité qui est apparue, donc le fait de pouvoir organiser votre texte sous forme de puce ou sous forme de numéros. Donc vous allez me dire, bon, c'est une fonctionnalité qui aurait dû exister depuis le début de Photoshop, et je ne m'étonne que les concepteurs aient eu à attendre juillet 2024 pour nous permettre de faire cela de manière simple et facilitée. C'est quand même un petit peu un comble, mais bon, c'est comme ça, hein. Écoutez, alors, il y a d'autres logiciels comme InDesign, Word qui vous permettent de mettre en forme votre texte comme vous le souhaitez, mais c'est vrai que c'était quand même aberrant que Photoshop ne permette pas cela. Et puis, autre chose, ici, lorsque vous choisissez vos numéros, eh bien, vous pouvez choisir des nombres classiques, des majuscules, des minuscules. Bon, pour ça, vous voyez, des numéros commençant par 01, 001. Donc là, c'est assez complet. Il était temps, comme on dit. On va passer donc aux outils liés à l'intelligence artificielle. Donc pour ce faire, je vais créer un document de 2160 sur 2160, hein, soit un document carré. Et ici, la nouvelle icône permettant à Photoshop de se connecter aux images d'Adobe Firefly 3 est située en bas. Et donc, vous voyez qu'à partir de maintenant, comme n'importe quel type d'IA générative, vous allez pouvoir créer vos propres images dans Photoshop. Donc, pour ceux qui auraient loupé mes dernières vidéos relatives à Photoshop, je vous les mets en description. Et je vous mets également la description du guide complet que j'avais fait sur Adobe Firefly. Donc là, vous avez deux options majeures. Soit une image à partir d'un prompt, donc text to image. Donc là, on va par exemple demander portrait du petit chaperon rouge style Pixar. On va essayer de voir si ça marche. Donc, pour l'instant, je ne touche à rien. Je vais juste cliquer sur générer. En principe, la génération d'images via Photoshop est très rapide. On va voir ce qu'il en est avec ce cas de figure. Voilà, donc vous avez un petit chaperon rouge, une deuxième proposition d'un petit chaperon rouge légèrement plus âgé, et du troisième, voilà. Donc vous voyez qu'ici, sans lui donner plus de précision, il m'a créé trois chaperons rouges. Par contre, le style Pixar n'a pas été respecté. Mais comme je suis têtu, nous allons donc retourner sur la même icône, lui demander petit chaperon rouge, mais désormais, nous allons lui appliquer un style. Donc, regardez bien, ici, par défaut, nous avons art et photo. Je vais cliquer sur art. Je vais donc réitérer l'expérience en cliquant sur générer. On va voir dans quelle mesure les nouveaux petits chaperons rouges générés vont être différents de ceux-ci. Et voilà, vous voyez qu'en appliquant art, et vous avez également remarqué que je n'ai pas précisé style Pixar comme dans le premier test, et bien ici, j'ai un petit chaperon rouge très sympathique qui fait beaucoup plus enfantin. Voilà, parfait. Et vous voyez que Adobe nous génère quand même des images de haute qualité. Donc, notez aussi que j'ai créé un document de 2160 pixels sur 2160 pixels et qu'il est conseillé, lorsque vous créez des images gérées par l'intelligence artificielle, de limiter ces dernières sur la base d'une proportion de 2048 pixels sur 2048 pixels. Donc là, j'ai dépassé la limite, mais vous voyez que le résultat est quand même plus que correct. Donc là, nous allons recommencer. Donc là, on a le premier calque ici, le deuxième calque ici. On va prendre toujours le même axe de recherche pour voir comment Photoshop nous interprète ça. Donc là, dans le premier cas, on avait laissé ça comme ça. Donc il avait appliqué le style photo par défaut. Dans le deuxième cas, on avait mis art, mais vous pouvez aussi utiliser une image de référence. Ça, je vais vous montrer dans 2 minutes. Et des effets. Donc les effets, ça,
conditionne en fait la compréhension du prompt sur des renseignements plus précis, plus techniques qu'une simple phrase avec un simple prompt. Donc là, on va choisir bande dessinée. On peut en choisir plusieurs. Donc on va prendre bande dessinée, cinéma, art numérique. Donc vous voyez qu'il y en a plein. Vous pouvez vraiment vous régaler sans galérer à charger Photoshop bêta ou passer par Adobe Firefly. Si vous êtes abonné à Photoshop, vous avez quand même pas mal de choses qui sont facilitées. Donc voilà, on va se limiter donc à un petit chaperon rouge avec ces trois effets générés et on va voir ce qu'on en ressort. Voilà donc la première occurrence, la seconde et la troisième. Donc vous voyez que par rapport à l'exemple précédent, on en est proche, mais l'effet bande dessinée concept art est conservé, mais ça fait un petit peu moins enfantin que lorsqu'on a directement cliqué sur art. Donc je reviens, je vais cliquer sur petit chaperon rouge, je vais resélectionner art et je vais lui appliquer d'autres effets. Donc là, je voudrais simplement lui appliquer un petit effet 3D. On y va. Voilà, c'est quasiment ce que nous voulions. Vous voyez qu'en cumulant le choix art et en mettant par exemple, en sélectionnant comme on vient de le faire 3D, eh bien ici on est vraiment proche du style de trait des dessinateurs de Pixar. On va regarder le deuxième, parfait. Le troisième, parfait. Donc vous voyez que en choisissant les bonnes options ici, vous obtenez vraiment des résultats surprenants. Alors on va changer de style, je vais vous montrer un autre truc. On va faire par exemple navette spatiale survolant la tour Eiffel. Ici, je vais cliquer sur art et comme effet, je vais lui appliquer un effet à la fois 3D et un effet cyberpunk pour jouer un petit peu sur les anachronismes. Alors on va prendre steampunk, science-fiction, on y va et on va voir comment Photoshop va nous générer ça. En fait, je constate une chose, c'est que par rapport à Firefly 3, je trouve que les générations ont été quand même améliorées et voilà, nous génère beaucoup de qualité. Bon, à part que là, on n'a pas du tout Paris en dessous, il n'y a pas de tour Eiffel, c'est bien cyberpunk, donc là, il ne nous a pas obéi comme on le voudrait. Bon, ça, vous opérerez vos propres tests. N'oubliez pas que moi, je suis quelqu'un de transparent, je dis toujours ce que je pense, et donc, du coup, je vous montre mes ratés. Je trouve que c'est plus honnête, parce que si je vous montre que les trucs qui marchent, eh bien, ça n'a aucun intérêt. Donc ici, je vais vous montrer encore une dernière chose, la fameuse image de référence qui est si précieuse. Donc ici, petit chaperon rouge, mais cette fois-ci, je vais lui mettre comme point d'appui, si vous voulez, l'image de référence qui est censée infuser au niveau du style dans l'image qui va être générée. Donc, en cliquant sur image de référence, eh bien ici, vous allez choisir une image que vous allez chercher sur votre disque dur. Voilà, je vais donc choisir comme image de référence cette version de réponse. Je confirme. Et voilà donc ce que nous allons vouloir obtenir. Alors évidemment, hein, là j'ai marqué petit chaperon rouge, je pourrais dire dans les bois, je pourrais vraiment améliorer mon prompt. Là c'est vraiment pour vous montrer les différentes options. Donc là je clique sur générer. Et nous allons vraiment pouvoir nous constituer une véritable armée de petits chaperons rouges dans des styles différenciés. Voilà, donc là il s'est vraiment basé sur notre ami Ray Bonds. Il nous a créé une petite, un petit chaperon rouge un petit peu de type irlandais avec cette crinière rousse. Voilà, elle est pas mal aussi. Et voilà. Donc pour finir et pour être tout à fait complet, je vais procéder au même essai. Donc pour cet exemple, j'ai pris encore une nouvelle fois cette photo, petit chaperon rouge. Ici, je vais ajouter art et on va voir si le fait de cliquer art va provoquer une rupture de style marquée avec les trois dernières occurrences générées donc dans le cadre de cette nouveauté de Photoshop. Voilà. Oui, ici au niveau du rendu des cheveux, c'est beaucoup plus subtil. Voilà, on a une sorte de flouté ici. Les cheveux en arrière-plan sont un petit peu flous, ce qui crée un sentiment de réalisme un petit peu accentué malgré l'aspect dessin animé greffé à cette image. Ici, vous avez encore une nouvelle occurrence bien sympathique et celle-ci. Bon, après, il est à noter que
l'image de réponse a tellement infusé en fait dans le style qu'on a un petit peu perdu les habits rouges du petit chaperon rouge. Donc ça, c'est à vous d'être habile dans le choix de votre prompt. Ici, rappelez-vous qu'on a simplement spécifié petit chaperon rouge. Alors après, quitte à utiliser des pléonasmes, il vaut mieux mettre petit chaperon rouge habillé en rouge. C'est un peu con ce que je vous dis, mais comme l'image de référence a une influence majeure dans l'image que Photoshop va vous générer, eh bien, il vaut mieux se répéter pour donner un chemin à suivre au prompt et pour qu'au niveau de la compréhension, cette IE générative de Photoshop vous donne les résultats souhaités. Voilà donc pour cette vidéo relative aux nouveautés de Photoshop de juillet 2024. J'espère qu'elle vous servira. On continue à se tenir au courant. La veille technologique ne dort jamais. C'était Barthélémy. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao.